Fabrice Lucchini, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au théâtre, chez vous. Oui, On, oui, com- on commence sur un pied inégal parce que vous avez votre fauteuil du spectacle. Moi, j'ai une chaise un peu banale, voilà. ouais, Hein. ouais. Ce sont les portraits, et puis ce sera en janvier, La Fontaine et le confinement, Oui. l'actualité. Alors ça, c'est du Lucchini pur sucre, c'est-à-dire les grands textes, la justesse des textes, et en même temps l'actualité, le cabotinage qui capte le public. Alors, c'est gentil de dire la rigueur des grands textes. Le cabotinage, c'est pas le bon mot. C'est les respirations à l'intérieur de l'œuvre d'art. Le cabotinage, ça nous menace. Mais un acteur mûr, et malheureusement mon âge m'entraîne à être mûr. 70 ans. Oui, 70 ans. Comme dirait Cocteau, tu sais, comme j'ai 70 ans, je suis absolument libre d'être jeune. Hein, et Jean Cou continue en disant angoisse de ne plus l'être. Hein. Tu connais le mot de Picasso, Oui. dit Jean Cocteau À à Jean 60 ans. Cau. Hein, on met longtemps à être jeune. Et ce merveilleux mot de Greta Garbo qui me disait on voudrait que je fasse aujourd'hui ce que j'ai déjà fait pour dire que je ne peux plus le faire. C'est l'époque, mon chéri, dit Jean Cocteau. C'est très compliqué. C'est extraordinaire. Vous avez attiré auprès du très grand public la capacité de lire ou de relire des textes d'une qualité incroyable. Nietzsche, Karl Marx, même, c'est pas très drôle de lire Karl Marx. Avec vous, c'est drôle et c'est profond. Alors, j'en suis parvenu, Marx les fait marrer. Ah. Mais il faut faire attention à la mécanique actuelle de l'époque. Les gens aiment rire tout le temps. Ouais. Moi, j'aime énormément le rire. Je suis un disciple d'une humilité absolue face à Molière. Et comme disait François Truffaut, nous sommes là pour les divertir et peut-être les élever, disait Truffaut. Je n'ai pas dit que c'était moi qui disais ça. Et Molière en est l'instrument, en est l'incarnation, car Molière, comme La Fontaine, plonge très loin dans l'âme et dans le génie du portrait, et en même temps, tout ça est fait avec une drôlerie. Écho au confinement, parce qu'il y a une fable, c'est l'ours. Oui. Ah, Mais c'est le point de vous savez départ. tout, vous. Bah, voilà. J'ai passé, comme tous les Français, 1 an et demi. Bon, j'étais dans des conditions pas mauvaises, j'étais en province, mais bon, on est en face de nous, le confinement. Alors, on a Netflix, moi je ne l'ai pas. Hein, Vous revenez à Pascal, être seul dans une chambre. Voilà, mais c'est intéressant de dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en scène par le confinement. La perte des rapports sociaux, donc un peu le spleen, l'ennui. Si on n'avait pas la télé, moi je l'ai beaucoup regardé, mais si on n'avait pas la télé, c'est pour ça qu'à mon avis, les médias n'ont qu'une ambition, que ça recommence. Parce que comme ça, les audiences vont encore Mais monter. vous nous prêtez un cynisme, non? Ah si, je Ah, vous vous jure. croyez? Ah oui, Ah. ils aiment tellement nous annoncer de mauvaises nouvelles. Ah. C'est la très belle phrase de Nietzsche, le journalisme, la fausse alerte permanente. Et ils aiment, hein, quand ils arrivent, hein, on les aime, BFM, CNews, éclatement du nombre de cas. On sent intérieurement une possibilité de dire, peut-être que vous allez être confiné. Voilà. Si, Non. si c'était vrai, si c'est vrai, est-ce que c'est pas la nature humaine, en général? Je m'amuse et je ne critique pas du tout. Je m'amuse. Ce que je voulais dire, c'est que l'ennui a été un problème. La fin des rapports sociaux ont été un problème. Pardon, vous avez été déprimé, vous, pendant le confinement? Quand tu n'as plus d'identité sociale, Ah. quand tu n'as plus de renvoi, la nature d'un acteur est un moi assez fragile, un petit peu dépressif, un peu anxieux. Si on lui enlève son boulot, et moi j'étais pas du tout pour mettre en avant le fait qu'on bossait plus personne bossait, j'avais pas envie d'aller sur les chaînes de télévision pour dire c'est une horreur, je ne bosse plus. Tu bosses plus, tu fermes ta gueule, t'attends et tu travailles. Et j'ai eu cette chance de travailler, ce qui est pour moi merveilleux. Vous savez, il y a des natures qui sont heureuses avec le jardinage, avec les copains, l'apéritif, un peu de piscine. Je Vous lis un- détestez les apéritifs. Oui, c'est-à-dire que j'ai des problèmes intestinaux, donc l'apéritif me crispe. Mais je lis un livre de Fourquet sur la suite de son fameux livre sur les... La réalité sociologique de la France. Oui, ouais, alors il a l'air de dire que le but maintenant est de se recevoir dans un pavillon ou une petite maison. C'est là que Madame Vargon n'a pas été très, très adaptée parce qu'elle a dit c'est un modèle. Mais non, pas du tout. Le modèle, c'est ce que les Français aiment. Et moi, je ne peux pas me plaindre parce que je vis dans une petite maison en province avec un jardin. Mieux qu'un jardin, un jardin. Et
nous étions confrontés au confinement. Donc le confinement, il n'y a plus de relations, on est en face de soi. Quand on est en face de soi, c'est mauvais signe. Comme disait Jules Renard, un homme seul est en mauvaise compagnie. On était un peu déprimés. Bon, et donc, il y a l'ennui. Donc dans mon spectacle, il y aura le début. Qu'est-ce que l'ennui? Qu'est-ce que c'est qu'on vaut? Qu'est-ce qu'on vaut quand on est face à soi? Et pardon, vous avez appelé Emmanuel Macron pendant le confinement, n'est-ce Voilà, pas? pour en revenir, alors la phrase va arriver. Je me disais, mais ce confinement me dit quelque chose. Mais je dis, mais oui, je me suis replongé dans les fables de La Fontaine. Et en l'an 2000, c'est un spectacle qui avait été un assez beau succès. Et j'ai retrouvé, et je me suis dit, mais voilà, c'est une fable sur l'amitié. Je ne vais pas vous la lire en entier. C'est une fable sur l'amitié. Qu'est-ce que c'est que cette amitié? La Fontaine nous dit, faites gaffe à vos potes. Le sous-texte, il ne dit pas ça comme ça. Il faut mieux un ennemi très brillant et très intelligent plutôt qu'un gros couillon ami. Pourquoi? Il raconte certains ours montagnards, ours à demi léché. Ce que j'adore, c'est qu'il n'est pas mal léché. L'ours, il n'est pas bien léché, il est à demi léché. Ça, c'est la nuance de La Fontaine. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort. Confinés par le sort. Nous, on était confinés par le Covid. L'ours est confiné par le sort. Dans un bois solitaire, enfin je vous passe les détails, nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Et La Fontaine dit, il fut devenu fou. Et il dit une phrase étonnante. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Les auteurs me rendent un peu, enfin un peu. Mais en tout cas, je me suis permis d'appeler Édouard Philippe. Vous lui avez dit quoi? La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Vous aurez des problèmes psychiatriques. Ouais. J'ai appelé même le président qui a écouté avec beaucoup d'attention, comme il le fait souvent. Je lui ai dit, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Oh bah il écoute, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux y faire? Vous savez, j'ai, par mon psychiatre et mon psychanalyste, les dégâts sur l'adolescence, sur l'abandon des cursus scolaires est gigantesque. L'état de l'hôpital psychiatrique est une catastrophe. Si vous saviez ce qu'ils font, ils vont même jusqu'à louer des hôtels dans des quartiers modestes pour mettre des gens qui étaient borderline. Donc tout est très compliqué. Fabrice, aujourd'hui, on verra ce que réservent les prochains jours ou les prochaines semaines, mais on est dans cette 5e vague. Est-ce qu'on supporterait un nouveau confinement? On n'en est pas là. Mais si la 5e vague devait être incontrôlée? On obéirait. Ça dépend. Il y a des natures rebelles. Il y a des résistants, comme Jean Moulin, ou ceux qui résistent. Enfin, moi, modestement, on me dira arrête, on arrêtera. Ça vous a fait sourire, ça, pardon, ces passions politiques tellement extrêmes? Vous citiez Jean Moulin. On a vu des gens qui, au premier degré, invoquaient Jean Moulin. Oui, alors, il y a eu la passion Raoult, il y a eu la le passion... problème, c'est quand tu lis la vie de Jean Moulin. Moi, il s'avère que dans le Midi, j'ai des amis qui ont une maison sur la route de Jean Moulin. Faut faire attention aux comparaisons quand même, tu sais. C'est aussi toute une histoire de mal formuler les choses, peut-être. Est-ce que vous comprenez cette passion politique qui entoure des sujets apparemment simplement techniques, mais aujourd'hui on sent dans une partie de la société une telle réaction? Peut-être c'est intrinsèque. Alors, en plus, c'est dans l'Europe entière. J'ai aucune opinion. J'ai aucune opinion sur les mouvements de colère. Je ne les juge pas. J'aime beaucoup une phrase de Flaubert, ce qui m'intéresse en politique, c'est l'émeute. Mais lui qui était un gros réac, il aimait l'émeute. Moi, alors, on va élargir. Que des gens veulent tout détruire, la société n'est pas non plus un miracle d'harmonie, un miracle d'épanouissement individuel. On ne peut pas dire, comme si on était de droite, un peu fermé, « Ouais, mais qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? On est tranquille, moi j'ai ma baraque, j'ai ma bagnole, je t'emmerde. » Ça, c'est pas non plus très, très haut de gamme. Les révolutionnaires, robespierristes, que nous connaissons dans certains mouvements politiques, te disent, avec nous, ça va être une merveille. J'ai tendance à dire, comme Brigitte Bardot, je me méfie. Tu sais, à un moment, on lui dit, tu connais, dans la baignoire avec Piccoli, il lui propose un film.
mais le nom ne me revient pas, c'est incroyable. Elle dit un nom très, très connu américain, d'un cinéaste américain, je crois, ouais. Et elle dit, Brigitte Bardot, en recitant ce nom, je me méfie. Alors moi, ceux qui promettent de tout détruire, s'ils veulent, ils le feront, car moi je suis flaubertien, on verra l'émeute. Mais en même temps, je suis modéré politiquement. J'ai un peu peur des gens qui nous proposent des merveilles. Parce que peut-être que j'y connais rien, mais Mona Ozouf dit que dans 89, il y avait 93. Ouais. Je te dis ça, je ne maîtrise pas bien l'histoire. Ouais. Ça, vous êtes toujours méfié de ceux qui promettent trop. Le grand soir, ce n'est pas tellement votre affaire, le grand socialisme, la grande promesse chrétienne, on s'aime tous. Ah, vous avez toujours dit... Alors attendez, prenons une par une. Le grand soir, c'est une question de tempérament. Pour les optimistes, il y a le grand soir. Pour le pessimiste, comme dirait Houellebecq, qu'est-ce que ce sera la société après le Covid? La même chose... Qu'est-ce que ce sera la société après le Covid? Il a répondu la même chose en pire. Bon, moi, qu'est-ce que vous croyez, vous? Je le pense. Ouais. Je le pense. Pourquoi? Parce que là, ce serait une émission de 15 heures pour comprendre pourquoi la puissance de nous abêtir est grande. Elle est partout. Ça a toujours été. Et que le rebond, moi qui ne suis pas un homme de gauche, je pense que le rebond est individuel. Et les gens de gauche pensent que c'est collectif. Et vous dites, pardon, toujours, vous dites, je ne suis pas un homme de gauche, mais vous ne dites pas, je suis un homme de droite. Non, pourquoi? Non, parce qu'il y a deux choses que je n'aime pas du tout dans la droite. C'est l'arrogance de classe. Mais de quel droit, pauvre couillon, parce que tu es PDG de je ne sais quoi, un métier qui n'a aucun intérêt, tu vas nous faire... Si tu es une aristocratie pas de culture, mais une aristocratie de nature humaine, au sens nietzschéen, c'est-à-dire parce que tu as une connaissance immense, parce que tu es un être raffiné, eh ben, tu ne seras pas pédant. Donc il y a dans la droite des choses qui sont très désagréables, c'est une arrogance de classe, un ghetto, comme dans les marchés de l'île de Ré, on est tous ensemble, on a tous des pantalons jaunes parce que les femmes disent aux gens qui sont un peu âgés, mets de la couleur, ça va te réveiller. Rouge, hein, c'est la mode aussi. Des cachemires fuchsia, rose, ils ont 84 ans, mais la femme dit, mets ça, ça va réveiller. C'est pas d'une grande gaieté. Ce que je déteste pas dans la droite, c'est qu'elle n'est pas idéaliste. Elle connaît la nature humaine. Elle sait que tous les grands projets qu'ont proposé le communisme n'ont jamais fonctionné. Parce que des grands idéaux, vous vous méfiez en réalité. En tout cas, la preuve est, c'est que moi j'ai été maoïste et trotskiste pendant une dizaine d'années quand j'avais 16 ans. Je croyais réellement qu'en déstructurant le système, les gens seraient épanouis, qu'il y avait des Mozart assassinés en chaque individu qui allait à l'usine. Et je me suis après aperçu, peut-être, que, en plus, c'est une question d'optimisme. Les optimistes, ils veulent tout détruire parce que ça va être merveilleux. Quand je suis avec François Hollande ou Cazeneuve, Hollande, il est fin, il aime bien rire, et puis il avait un papa d'extrême droite. C'est grâce à ça que j'ai compris sa densité à Hollande. Le père était complètement étonnant. Il l'a emmené à l'Élysée quand il allait mal pendant un mois. Il a réussi à déprimer tout l'Élysée. Je trouve ça pas mal. Le père a réussi à choper tous les gens en disant c'est foutu. Ouais. Vous voyez bien que c'est foutu. Ouais, et quand il a été président... C'est un sujet de pièce extraordinaire, ça. Hein, c'est un sujet de pièce extraordinaire. Je le jouerais bien. Tiens, moi, le père d'Hollande, il amène le père à l'Élysée. Vous regardez votre compagne qui vous regarde. Bah oui, non, mais je me dis, j'espère que il y a un projet qui prend forme. C'est très bon, ça. Hein. Donc, faut que j'arrête peut-être de parler de ça. Mais est-ce que Fabrice, dans ce que vous dites, est-ce que l'attrait que vous avez pour Emmanuel Macron, c'est aussi un attrait d'idée, cette espèce d'extrême centrisme, très loin de tous les idéaux extrémistes? Non, c'est pas ça. C'est le charme personnel. Son charme politiquement. Mais attendez, je termine. Oui. Je crois que elle promet peu de choses, la droite, humainement. Elle ne dit pas tu vas être heureux, on va tous vivre ensemble. Ça, c'est un terme qui m'horripile. Il faut se supporter. On n'est pas là pour s'aimer, à moins d'être chrétien, mais on se supporte, on est courtois. Ce que je vois dans cette ville, c'est qu'on est arrivé à un point de haine. C'est très étonnant. C'est quand même une mère socialiste. Et je n'ai jamais vu un Paris
où la trottinette veut écraser le piéton, le vélo veut insulter la voiture, le piéton ne sait plus comment il s'appelle. On n'est jamais arrivé à un état de chaos. Et pourtant, vous avez aimé Paris, vous êtes très parisien. Parce que j'aime la phrase de Roland Barthes, j'aime une ville quand elle est habitable, je ne l'aime pas quand elle est visitable. Ah. Ça n'a l'air de rien, le feu rouge. Vous savez, Brassens disait, si tu ne veux pas parler aux flics, traverse dans les clous. Je ne comprends pas, je vais peut-être me faire insulter, pourquoi on offre aux vélos la transgression du feu rouge. Je les comprends, il n'y a rien de plus chiant, il faut descendre les pieds, etc. Mais si il y a une transgression pour eux, la voiture est accablée, la trottinette est contente parce qu'elle va rentrer. Et puis, tout ça crée un Paris très étrange, un Paris que je ne reconnais plus, un Paris dans mon quartier, le 18e, qui est quand même assez sale. Et je ne comprends pas tout ça, mais j'ai rien à dire. Alors, c'est pire qu'avant Paris, vraiment? Oui. Ah oui. Qu'est-ce qui est pire? C'est pire, c'est l'agressivité, l'animosité. Ça vous a aidé, les grands auteurs, à porter un regard sur les politiques qui est assez fascinant. Vous dites, par exemple, Emmanuel Macron, c'est Stendhal. Il y a un côté stendhalien chez lui. Pourquoi stendhalien? Je dis souvent des conneries. Hein. Oui, ça très, fait très partie souvent. du jeu. C'est des conneries profondes. Oh, vous êtes trop gentil. D'abord, je vous aime beaucoup parce que vous avez un ton qui n'est pas le même. Alors, c'est pour ça que j'étais heureux que vous veniez dans mon théâtre Bouffe Parisien. Enfin, dans mon théâtre, je ne suis pas propriétaire. Les politiques, je ne comprends pas leur névrose. Parce qu'il faut quand même se lever le matin, régler la Martinique, la Guadeloupe, avoir une opinion sur l'immondice des éoliennes. Oui, on va en mettre dans la mer. Bah tiens, ça va être sympa, il y aura les poissons qui vont crever. L'éolienne, l'enlaidissement, mais certainement c'est utile, mais l'enlaidissement global, comment on peut être militant des éoliennes? Bon, ça ne me regarde pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi, alors là, pardon, est-ce que vous ne basculez pas même parfois dans le côté réac, assumé, joueur, mais enfin, c'était mieux avant? Est-ce que c'était mieux avant? Dans le journal de Léoto, par exemple, il disait déjà, en 1912, ou je ne sais pas, 1909, il est dans une boulangerie, il y a une fille qui a une jupe courte, il dit « tout se dégrade ». Donc ça, je ne sais pas si c'était mieux avant, je n'ai pas d'opinion. Vous voyez la nostalgie de nombreux Français qui, dans beaucoup de domaines, pensent ça, que l'école, que la sécurité, que... Écoutez, moi je vois que tous les soirs, vous voyez, là, faites un plan là. Là, il y a des gens un peu plus mûrs, un peu plus âgés. Hein, et tout là-haut, il y a les merveilleux de jeunes qui sont des places beaucoup moins chères. Quand je travaille, ça commence à quel prix là-haut? 18 ou 20, et là ça monte à 69, 73 avec les frais. Et je les oblige pas, ça s'appelle le carré or. C'est merveilleux, Ah, oui. J'aime ce mot. Ça s'appelle le carré or. Et il est pris d'assaut, c'est lui qui prend en première place. Là-haut, ils sont merveilleux, ils sont jeunes, je m'occupe d'eux et je dis en faisant la blague, je suis un acteur de gauche, donc c'est pour vous que je joue. Hein. Et je romps en disant, mais j'avoue, j'ai l'honnêteté de dire que heureusement qu'il y a la recette de l'orchestre. Bon, tout le monde rit. Bon, après, dans mon spectacle, je parle beaucoup des écrivains qui parlent d'argent. Je vois une chose, maman était à l'assistance publique. Je sais que tout le monde, tous les acteurs maintenant, tout le monde a eu la mère, femme de ménage. Vous, c'était vraiment vrai? Ça, je peux le jurer sur la tête de ma fille. Maman était à l'assistance publique à Nevers et elle a été femme de ménage très très longtemps et elle a même été caissière, elle a fait tous les métiers difficiles. Mon père était émigré d'Assise, de Gubbio, d'Italie. Il est arrivé avec son père dans les usines de l'Est, à Villerupt, exactement. Et j'ai été nourri par des gens qui ne voulaient pas entendre parler de la gauche. Ils étaient pauvrissimes. Hein. Père gaulliste. Ah mais la gauche pour lui c'était on m'entrave dans mon initiative, on m'entrave dans... il avait des thèses très drôles, il me dit tu comprends, regarde, on s'arrête à un poste d'essence, disait papa, hein. On avait une grosse Versailles à cette époque-là. On partait en Italie, on dormait dedans pour pas... On s'arrêtait sur un lac, le lac de votre pays, Suisse, pour arriver en Italie. Et il adorait faire la blague, qui était toujours la même, c'était merveilleux. On dormait dans la bagnole, parce que 5 dans un hôtel suisse, là, il était niqué. Donc on dormait dans la Marly, et là, mon père disait, hey, vue sur le lac, les gosses. Alors, on était là, ben oui, vue sur le lac, sauf qu'on caillait, etc. Mais mon père et ma mère, jamais ils auraient voté à gauche. Et ils étaient pauvrissime. Et ils ont un peu réussi.
C'est comme ça, c'est comme ça. Et le père était ouvrier dans les usines, il avait une jambe en moins, c'était Zola. Et mon père était dans le... Alors, est-ce que, pardon, quand même chez eux, déjà, il y avait cet appétit de culture qui est non, vous? ah oui, alors ma mère, la culture, c'était pas du tout les livres, Ah. elle n'a jamais ouvert un livre de sa vie, mais j'ai le bonheur d'avoir eu la chance que pendant 20 ans, quasiment, il m'aidait à apprendre mes textes. Je leur mettais Molière dans la main, mon père, ma mère, et ils me faisaient répéter. Ce Ça, que je voulais vous dire, extraordinaire. c'est Donc, que... vous répétiez avec vous? Ah oui, pendant 20 ans, j'ai répété Alceste à bicyclette, j'ai répété Le Misanthrope avec eux, j'ai répété toutes les fables de La Fontaine. Et ça vous a appris? Il vous a... Non, mais il m'aidait à mémoriser. C'est-à-dire je disais, non, me le dis pas, ne me dis pas. Mais pour finir cette phrase, quand je dis un texte de Baudelaire, par exemple, j'ai plus de un texte de Baudelaire, sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais, et des fois j'ai des trous. C'est toujours là que c'est soufflé. Et ma mère avait une écriture de génie. J'ai jamais vu ça. J'ai tous les cahiers de mon père. Beaucoup de gens disent ça quand on voit les lettres Oui, des là, mères ou des alors, grands-mères. je sais pas, j'ai pas d'opinion, j'ai pas envie. Je dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Hein, il y a quelque chose qui s'est Dans passé. la mémorisation, vous avez, pas seulement comme comédien, on sent que chez vous, il y a une conscience des textes, une imprégnation des textes, qu'il y a moins dans les nouvelles générations, sans doute. Mon métier, c'est de m'approcher de la partition. Ça met 50 ans pour comprendre. Qu'est-ce que vous avez gardé de ces parents dont vous parliez? De votre mère, femme de ménage? Voilà, j'ai tout. Là, j'ai gardé l'amour de ma vie, d'abord maman, l'intelligence, la vivacité, la catastrophe aussi de la difficulté de sa souffrance, de la difficulté de sa vie, en même temps son harmonie à la surmonter, le fait de ne pas avoir de parents, à la surmonter, de supporter mon père qui était comme un anxieux, très très flippé. Et puis ma mère, c'est mon amour. Vous savez, si tout d'un coup je devenais SDF, si je frappe à la porte de ma maman, elle m'aurait ouvert. C'est quand même un amour unique, quand même. Si tu t'appelles Vincent Bolloré, ta maman t'ouvre parce qu'elle est fière, mais si Vincent Bolloré devient un intermittent, même pas un intermittent, devient un gars complètement désespéré financièrement, s'il te frappe à la maman va lui ouvrir. Alors ma mère, c'est une merveille indescriptible, et mon père, c'est l'encouragement, la nature anxieuse, le mystère qu'il représentait, l'affection profonde et la joie quand même qu'il a eue de voir. Vous savez, quand Jacques Chirac est venu dans ma loge, mon père était beaucoup plus heureux que moi. Bon, moi j'étais fier hein, quand les présidents viennent me voir, c'est quand même très, très agréable. Mais mon père était très très heureux et mon père je leur dois tout quoi. Est-ce que ça corrige le c'était mieux avant? Parce que la dureté sociale qu'il y avait avant mai 68, l'enfance de votre mère, assistance publique, etc., ce monde-là, alors il y avait peut-être plus de mémoire et une meilleure éducation, mais par d'autres aspects, c'était un monde très dur. Oui, c'est compliqué parce que quand mon père allait dans les grandes surfaces, il était ébloui de bonheur. On était en plein mai 68 qui contestait la société de consommation, comme on est en train de retrouver là. Mais lui disait, pourquoi ils se plaignent? Il y a des produits à l'infini. Lui, il mangeait une orange par an, alors, à Noël. Vous étiez un cancre à l'école? Oui, j'étais un incapable. Ça, c'est extraordinaire, parce que quand on voit que vous incarnez maintenant pour tant de gens la culture, ça rassure. Je n'ai pas compris pourquoi. Vraiment. C'est venu comment? Par le miracle de l'admiration. Ah. J'ai admiré les premiers livres qu'on m'a donnés, Rimbaud, Flaubert et Céline. J'avais 17 ans, j'avais une fiancée qui m'a donné des livres, qui étaient Nietzsche et Freud. J'y comprenais pas grand-chose. Et puis après, j'ai eu le miracle d'avoir trouvé un sens absolu, c'est-à-dire un cours de théâtre, qui m'a appris l'immensité du répertoire. Et j'ai tout d'un coup eu le miracle de la vocation. C'est une vraie illumination, hein. C'est oui, Claudel à son public. Oui, parce que je ne comprenais pas. Je me rappelle très bien, le prof n'arrêtait pas de dire
E égale MC1. Hein. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou quand il disait, le train part à 8 heures, il part à 9 heures moins le quart, il s'arrête à 120. J'avais des crises d'angoisse parce que mes neurones disaient, mais pourquoi il part à 9h20? Je comprenais rien. Ça fera plaisir à tellement de parents qui s'inquiètent pour J'étais leur enfant. incompétent, j'étais un peu bon en dictée, mais je n'avais pas de capacité de concentration, je ne savais pas l'abstraction de la mathématique. Vous imitiez le pape. Oui, Comment est-ce qu'on imite le pape? Il paraît qu'à 5-6 ans, je montais de la mairie du 18e et je bénissais les gens. Ave Maria, et je chantais Ave Maria, des trucs étranges. J'étais un enfant très, alors là pour le coup, très cabot. J'avais envie qu'on m'aime et qu'on me regarde. Et vous prenez toujours des médicaments contre la dépression? J'ai une petite base d'antidépresseurs pour un peu régulariser les émotions. Venir au spectacle, c'est le meilleur antidépresseur. Oui. Venir au spectacle, c'est mon métier, c'est le sens que ma vie a. Je suis un artisan, j'y vais tous les soirs. Je vais en province, dans des grands endroits. Je vais dans celui-là. J'aurais adoré être capable de m'arrêter, mais je n'ai pas la santé psychique. Dans la fable dont vous partiez, il y a ce vers, il est bon de parler et meilleur de se taire. Évidemment, vous taisez peu, mais ça fait partie de votre charme. L'art de comédien, c'est pas du tout l'art des mots, hein, c'est plutôt l'art du silence. Oui, c'est comme Mozart, en silence après du Lucchini, c'est encore alors du Lucchini. Là, je n'irai pas jusque-là. Il est bon de parler et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont outrés. Ce bonheur des mots que vous avez, il y a peu de gens qui en bouche, donnent le sentiment d'un tel plaisir. Admiration. Toujours. C'est l'admiration. Oui. Hein. On admire trop peu aujourd'hui. En tout cas, quand je pense à la lettre de Flaubert qu'il écrit à sa maîtresse, si Goethe entrait dans ma chambre, je crois que je crèverais sur ma chaise. Mais il avait tout, cet homme-là. Est-ce que ça reste français, l'amour de la littérature, c'est-à-dire le seul peuple peut-être dans le monde où il y a un tel amour de la littérature? Je pense, c'est difficile d'avoir des réponses toujours immédiatement pertinentes. Mais d'abord, tout est un prétexte à discussion chez les Français. C'est un peuple qui aime parler. C'est très étrange, hein, quand Cocteau disait qu'est-ce qu'un Français, un Italien de mauvaise humeur, mais c'est un Italien de mauvaise humeur qui adore parler. Il parle. Alors, est-ce que nous sommes encore une société, est-ce que nous sommes encore un peuple littéraire? Alors, est-ce qu'on a encore un surmoi littéraire? Est-ce que De Gaulle, est-ce que Emmanuel Macron met Chateaubriand sur, je crois que c'était Chateaubriand ou je ne sais pas, sur son bureau, c'était Chateaubriand. Est-ce que De Gaulle, qui était capable de citer Nietzsche dans le texte, qui citait Charles Péguy, qui citait certainement Bernanos, qui citait plein d'auteurs, la mythologie autour de Mitterrand, Jacques Chardon, etc., etc. Emmanuel Macron, dans la photo officielle, sur le bureau. Et moi qui ai quand même de temps en temps la chance, une fois ou deux par an, de le voir. Il a la gentillesse de venir voir mon travail, et on dîne ensemble. C'est un vrai littéraire. En tout cas, c'est un homme qui m'a, par exemple, conseillé sur Rimbaud un texte remarquable sur les passages le nom va me revenir, Benjamin, qui a fait un très beau texte sur Baudelaire. C'est Walter Benjamin, c'est ça? Walter Benjamin. Ouais. Et il vous a amené à Walter Benjamin? Oui, je ne le connaissais pas. Ouais. Vous êtes balèze, vous. Non, je sais pas. Écoute, excuse-moi. C'est vous qui avez le livre en main. Mais moi, non, j'ai les pensées. Mais 70 ans, Fabrice Lucchini, est-ce qu'on pense davantage à la mort? Oui. Comment? Là, il y a Pascal qui peut t'aider. Tu es aidé par... j'ai fait une petite soirée à la salle Gaveau du Figaro avec Michel Onfray, où j'ai lu 1 heure de Nietzsche. Et Michel Onfray... Et je ne devais pas rester, mais finalement, il a été très bienveillant. Donc, c'est surtout lui qui a fait un cours de philosophie. Et il a dit une phrase qui est très importante. Tant que nous sommes là, cher Darius, elle n'est pas là. Et quand elle sera là, nous ne serons pas là. On a compris que vous n'étiez pas très porté sur l'idéal. Est-ce que vous croyez en Dieu? C'est un problème qui m'entraîne à Pascal.
par la pensée de Pascal, Ah. j'ai envie de m'interroger quand même. C'est merveilleux si quelqu'un nous aime. Ce Dieu caché dont parle Pascal. Si le Christ, le Christ ou les prophètes, quels qu'ils soient, je serais plutôt, moi, Beckett, Ionesco, Sioran. Ça n'a aucun sens. On en prend plein la gueule et ça n'a pas de sens. Mais il y a le divertissement. Tu comprends ce que je veux dire, Darius? C'est là où Pascal est génial. L'homme n'ayant rien résolu, et surtout pas la mort, il a décidé de ne pas y penser. Et nous sommes tous là, toi en costume bleu foncé, moi avec mes vieilles boots parce que j'ai froid aux pieds. On est là pour s'inventer du divertissement. Et en voilà le divertissement. Et Ce mon sera divertissement... La Fontaine et le confinement, Ouais. dès le 25 janvier. Ouais, et je finis mes portraits ici, et je vais les reprendre au Maturin. Voilà. Merci beaucoup. Mais ça a Fabrice été Lucchini. formidable de Merci. parler avec vous, je ne m'y attendais pas. Merci de cet accueil. Merci beaucoup. Merci.